Drapeau tricolore, drapeau rouge. La lutte des symboles. Le drapeau tricolore incarne la République, mais aussi le patriotisme, devenu alors une véritable religion d'État. Le drapeau rouge, c'est la révolte ouvrière, mais c'est aussi l'identité de classe qui ne connaît pas de frontières. C'est le drapeau de l'Internationale des travailleurs et de son slogan « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ». À côté de ces deux grands, le drapeau noir des anarchistes, minoritaires, mais très actifs. Tu veux bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. Le drapeau noir, arboré en 1906 par un petit syndicat que l'on retrouve dans la plupart de ces luttes, la Confédération Générale du Travail, la CGT, alors anarchiste et révolutionnaire, qui milite de façon pragmatique pour les 8 heures, tout en rêvant de renverser tout le système grâce à une nouvelle arme, la grève générale. Marion Fontaine, historienne. La grève générale, c'est l'idée qu'à un moment donné, l'ensemble des ouvriers ou des travailleurs du pays s'arrêtent de travailler, bloquent de ce fait le système et font imploser ou exploser le système. C'est l'idée qu'une action radicale d'arrêt du prolétariat permettra de renverser le système. Cette idée, elle s'impose aussi sur la base des échecs antérieurs. C'est-à-dire que la stratégie de la grève générale, c'est aussi une stratégie qui se développe sur la base du constat qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas marché. L'insurrection armée. La Commune a démontré que dans le cadre d'une insurrection armée, de toute façon, dans ces cas-là, la force revenait à l'armée de la bourgeoisie, si je reprends les termes de l'époque. C'est aussi une insatisfaction devant les formes de lutte que propagent les partis ouvriers, comme le Parti ouvrier de Jules Guesde, c'est-à-dire à la fois des grèves très sectorielles, mais aussi la lutte électorale et la compétition pour le pouvoir politique. Donc finalement, ce que veulent ces syndicalistes qui sont réunis dans la CGT, c'est ni l'insurrection armée, ni la lutte politique classique des partis marxistes. Ils veulent inventer leur propre forme de lutte qui ne les oblige pas à passer par un quelconque intermédiaire. L'idée, c'est que si le prolétariat fait la grève générale, il n'a besoin ni d'un parti, ni d'une organisation, ni quoi que ce soit. Il suffit, mais tout est évidemment dans le « il suffit », que l'ensemble des prolétaires s'arrêtent. Et donc, si les mines s'arrêtent, si les usines textiles s'arrêtent, si tout le monde s'arrête, tout le système s'arrête. En attendant la grève générale, on voit en France au début du XXe siècle une multiplication de conflits locaux, illustrés par d'étonnantes cartes postales qui permettent de populariser les luttes et d'en donner une image différente des caricatures de la presse bourgeoise. Ces images posées, d'apparence tranquille, rendent mal compte pourtant de la violence des affrontements. Ici, on entoure un cheval abattu du 21e chasseur, la troupe qui a chargé les grévistes. Confrontés aux grèves, les patrons du début du XXe siècle ne négocient pas. Ils ont recours au lock-out, un terme anglais qui signifie que pour punir les ouvriers, ils ferment l'usine. Les ouvriers ripostent, comme un fougère, pendant le grand lock-out de 1906, en inventant de nouvelles formes de solidarité.